Ok, bah écoutez, il est 18h05, on va démarrer. Ceux qui auront un peu de retard prendront le train en marche. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue à ce webinaire qui porte sur le plaidoyer. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir ce soir. Alors, c'est un webinaire qui est organisé par le Centre de formation professionnelle continue Interactive Training Center. Et je suis Soren Gaba, son directeur délégué, et j'aurai le plaisir de conduire ou peut-être plutôt modérer les échanges que nous aurons aujourd'hui avec Yannick. Alors, je vais vous donner très rapidement les grandes lignes, ou du moins les grandes articulations donc de cet événement. La première articulation sera une brève présentation donc de l'organisateur de l'événement, donc du centre de formation. La deuxième articulation sera l'exposé de Yannick. Et puis la dernière articulation, qui est pour nous la plus importante, sera la phase de l'échange, donc des questions-réponses. Et pour nous, c'est très important. On compte vraiment sur votre participation pour que justement le webinaire soit le plus interactif possible. Et n'hésitez pas, n'hésitez pas à mettre dans le fil conversation tout au long du webinaire. N'hésitez pas à partager vos préoccupations, vos observations, vos questions. Ça permettra vraiment au secrétariat technique de nous les partager et d'anticiper déjà un petit peu dans la phase des questions-réponses et de gagner un peu en temps. Donc voilà un petit peu pour les quelques modalités pratiques. Je vais quand même vous rappeler de maintenir vos micros coupés. Ça va beaucoup nous aider parce que vous savez, par moment, lorsqu'on rentre dans des argumentaires, il y a des bouillons, on peut être un petit peu perturbé. Donc, merci encore de maintenir vos micros coupés. Alors, donc, je vais du coup m'en aller sur la première articulation, donc qui est la présentation du centre. Et pour vous dire tout simplement que nous sommes un centre de formation professionnelle continue qui est basé à Yaoundé, derrière Usine Bastos. Nous intervenons dans le développement et le renforcement des capacités des cadres dirigeants, africains généralement et camerounais plus spécifiquement, pour tout ce qui relève de la communication, du marketing, du management et de manière transversale du digital. Donc, vous avez ici à l'écran quelques contacts utiles. Et le plus important, certainement, est celui de notre site Internet, où nous vous invitons effectivement à vous rendre. Vous y trouverez plein d'informations, que ce soit des informations pédagogiques, que ce soit des informations, on va dire, en lien avec la formation professionnelle continue au Cameroun, ou tout simplement des actualités qui sont liées à notre centre. Mais peut-être que l'information la plus importante que vous y trouverez, c'est notre catalogue de formation, donc notre offre, qui contient à peu près une quarantaine de sessions thématiques qui sont disponibles à la carte et qui peuvent être personnalisées selon les objectifs et le besoin de nos clients. Pour autant, on prévoit quand même chaque année une session de formation, cette fois-ci inter-entreprise, à peu près en moyenne une par trimestre. Et donc, pour le compte de cette année, on commence déjà à tirer vers la fin du programme, puisque la prochaine session aura lieu en octobre et elle portera sur l'action commerciale à travers le digital. Donc, on a commencé par le marketing d'influence avec le brand ambassadeur. Ensuite, en juin, on a eu une formation sur la rédaction web. On aura une formation sur le social selling et puis on terminera en novembre avec une formation sur la communication de crise. Alors, au-delà de l'offre de formation, donc là, on commence déjà à rentrer un petit peu dans l'événement d'aujourd'hui. Il y a également un autre service que nous offrons et qui est gratuit. C'est celui de l'organisation de conférences thématiques sur des sujets que nous estimons être effectivement dignes d'intérêt pour les professionnels que vous êtes et pour les organisations également pour lesquelles vous travaillez. Et ces conférences thématiques, chez nous, elles prennent plutôt la forme de webinaires, qui nous semble être le format le plus accessible, et qui nous permet véritablement de pouvoir participer à différents endroits du Cameroun et même parfois du monde.
Donc c'est véritablement dans le cadre de ce service que s'insère le webinaire auquel vous assistez aujourd'hui. Et depuis 2021, on en a déjà quand même organisé euh, plusieurs. Vous allez les voir défiler à l'écran. Euh, Ça nous amène à ce webinaire d'aujourd'hui qui sera donc présenté par Yannick et qui porte justement sur la thématique de se connaître pour convaincre, deux points, les secrets d'un plaidoyer gagnant. Alors, la particularité, effectivement, c'est de parler du plaidoyer, mais dans une approche quand même un peu singulière, parce qu'il n'est pas vraiment question de trop s'attarder sur le plaidoyer en lui-même, qui est déjà un outil, mais beaucoup plus de s'attarder sur la personne qui va porter cet outil. Et donc, Yannick va nous proposer d'aller quelque part à la découverte de nous-mêmes, du soi-même, et justement pour que on puisse être les meilleurs garants effectivement d'un plaidoyer qui se veut gagnant. Alors, le webinaire va être animé, ou du moins la thématique va être animée par Yannick Koumou, qui est un consultant en changement social et comportemental, avec beaucoup d'années d'expérience dans le management stratégique et le développement international à travers l'Afrique. Donc aujourd'hui, il est un consultant indépendant, mais auparavant, il a travaillé pour un certain nombre d'organisations internationales, dont la dernière a été Breakwood au Cameroun. Et alors, dans le cadre de son métier, euh, il conçoit et met en œuvre un certain nombre d'initiatives de changement en utilisant des outils tels que le plaidoyer, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi la communication stratégique, les sciences du comportement, la conception centrée sur l'humain et les approches systémiques. Et donc, je pense que c'est qui va nous présenter un petit peu aujourd'hui au moment où il va nous exposer sa thématique. Donc, je vais m'arrêter là pour lui passer la parole, puisqu'il est la principale vedette de ce webinaire. Et je reprendrai la parole à la fin de son exposé. Merci et bon webinaire à tous. Merci Soël. Je peux me permettre de partager mon écran. Oui. OK. Bon, là, qu'est-ce qu'on voit? Plein écran ou c'est bon? On voit ton écran en diapo. Donc, il n'y a D'accord. pas de commentaires, tout est parfait. OK, merci. Et merci à tous d'avoir rejoint cet échange. C'est comme ça qu'on le veut. La manière d'Interactive Training Center, on souhaite que ce soit un échange interactif, comme Interactive Consulting. Et donc, pour ça, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou si vous souhaitez intervenir, adresser vos préoccupations à Soel. On pourra toujours échanger là-dessus. Donc, comme il a relevé, l'échange portera sur la thématique se connaître pour convaincre, les secrets d'un plaidoyer gagnant. Donc, avant de commencer, est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire ce qui vous vient à l'esprit lorsqu'on parle de plaidoyer, d'après vous, en 48 secondes? Qu'est-ce que le plaidoyer? Dans le chat, c'est que c'est la fin de journée, on est fatigué, mais soyons pas timides. Votre perspective m'intéresse. C'est un échange. Plaider pour une cause. Merci, Merlis. Muriel est partie. Elle aurait dû nous dire ce qu'elle pense du plaidoyer avant de partir. Influencer pour un changement. Merci, Florine. Autre chose? Il reste 17 secondes. L'acte de défense d'une cause. Bertrand? Défense. OK? De chercher l'aval. D'accord. Convaincre un auditoire. Un moyen à base d'outils communicationnels pour faire accepter ses idées au projet. OK, merci Ganti et merci à tout le monde d'avoir partagé avec nous
sa perspective. Donc, effectivement, le plaidoyer, c'est un peu de tout ce que vous avez relevé dans le chat. Le plaidoyer, en gros, sans entrer dans des débats académiques de courants de pensée et de définitions à travers le temps et l'histoire, peut se résumer à l'action d'influencer les politiques publiques et les décisions d'allocation de ressources. Donc, ça regroupe un peu les éléments que les uns et les autres ont mis dans le chat. Ce qu'on pourrait retenir, c'est qu'ici, on est dans une action d'influence. On essaye d'influencer. Et en général, cette action d'influence s'adresse aux décideurs qui, la plupart du temps, est un décideur public, politique, qui a la possibilité, grâce à sa fonction, grâce au pouvoir qu'il exerce, de pouvoir changer un ensemble de choses sur la base des décisions qu'il prend. Et c'est particulièrement important parce que l'État, en général, c'est une grosse machine. Et c'est une grosse machine qui a tellement de priorités qu'elle ne bouge pas d'elle-même. En général, il faut la presser un peu pour qu'elle puisse bouger parce qu'il y a des sollicitations qui viennent de partout. Et c'est ceux qui pressent qui parviennent à obtenir les résultats qu'ils veulent. Et c'est pour ça que des actions de plaidoyer concertées et bien orchestrées sont nécessaires pour pouvoir faire avancer un ensemble de causes. Maintenant, en termes de domaine d'application, ça on l'a déjà relevé. Le plaidoyer peut s'appliquer pour tout ce qui concerne les systèmes et institutions politiques et économiques et tout ce qui est systèmes sociaux également. Et in fine, l'objectif, c'est de pouvoir créer le changement au bénéfice d'une cause, comme quelqu'un l'a mentionné dans le chat. En termes de techniques les plus courantes qui existent, bien évidemment, ça peut s'adapter au contexte, mais les techniques les plus courantes qu'on trouvera dans n'importe quelle littérature incluent des approches telles que la mobilisation communautaire, les campagnes de sensibilisation, des partenariats stratégiques qui peuvent être utilisés ou l'utilisation des médias. En Afrique, aujourd'hui, il y a la pression des réseaux sociaux que les États ont encore du mal à pouvoir maîtriser. Et de l'autre côté, on a encore une population qui l'utilise, mais pas de manière véritablement organisée et orchestrée de manière à pousser le changement dans une direction qui pourrait être bénéfique pour l'ensemble de la population. Maintenant, comme Sorel l'a dit, le cœur de notre échange, ce n'est pas le plaidoyer en lui-même. On a vraiment planté le décor pour s'assurer qu'on a la même compréhension du sujet, qu'on a la même définition du concept à la base. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est important de bien se connaître lorsqu'on mène une action de plaidoyer? C'est ça qui est véritablement le point important de notre échange ce soir. Déjà parce que le porteur de message, c'est un humain. Le récepteur du message de plaidoyer, c'est un humain. Donc, ils agissent comme des humains. Il faut pouvoir prendre en compte donc les différents facteurs qui vont influencer leurs différents comportements tout au long de cette interaction qui vise une chose, c'est l'influence. Ça rappelle de la définition initiale. Le but ici, c'est d'influencer dans le sens qui nous est bénéfique, dans le sens qu'on souhaite. Donc ici, bien se connaître peut avoir un avantage intéressant dans la mesure où il peut vous aider à ajuster votre message ou il peut vous desservir dans la mesure où si vous ne connaissez pas bien, vous allez choisir des actions et des approches qui iront en conflit, en dissonance avec celles préférées par le récepteur du message. Et au lieu de produire le résultat positif que vous voulez, vous risquez plutôt d'irriter le décideur que vous souhaitez convertir à votre cause. Et ça, on le verra comment. Donc, on va s'appuyer pour ça sur la théorie de la psychologie analytique qui a été développée par Carl Jung, célèbre psychologue suisse qui a énormément travaillé et dédié sa vie à la compréhension de l'humain.
Il a observé ses patients. Avant, il a travaillé avec Freud. Il était son Sigmund Freud, qui est beaucoup plus connu que lui. Il était son disciple. Ils ont eu des points de désaccord. Il a décidé de choisir son chemin et de développer son propre courant. Donc, c'est à la lumière des travaux qu'il a réalisés qu'on essaiera de pouvoir expliquer, explorer ce territoire. Donc, pour Jung, il a établi dans sa théorie que l'être humain a 4 fonctions cognitives de base. Parmi ces fonctions cognitives, il a identifié l'intuition, la sensation, le ressenti et la pensée logique. Et l'intuition et la sensation, c'est ce qu'il a appelé des fonctions réceptrices, dont le but est de collecter les informations. C'est-à-dire que l'intuition permet de collecter des informations dans l'imaginaire de l'individu. Par exemple, quand vous avez une idée qui vous arrive, en fait, c'est grâce à votre intuition. Vous ne pouvez pas expliquer comment l'idée vous est parvenue, mais l'idée est là. Vous savez qu'elle est venue. Et c'est l'intuition qui allait la chercher dans votre imaginaire et vous la ramener. Et de l'autre côté, on a la sensation. La sensation, en réalité, c'est la fonction qui dirige les 5 sens, qui vous donne, c'est un peu la porte d'entrée au monde extérieur. Lorsque vous avez le toucher, auditif, olfactif, tous ces 5 sens qui vous permettent de collecter les informations dans le monde extérieur. Quand une odeur vous arrive, un bruit vous arrive, lorsque vous regardez une scène et que vous enregistrez tout ce que vous avez vu, c'est grâce à vos sens. Donc, il a identifié que l'intuition et la sensation sont des fonctions réceptrices dont le but est de pouvoir collecter les informations à la fois dans l'imaginaire intérieur grâce à l'intuition, mais également dans le monde extérieur grâce à la sensation. Et à côté de ces 2 fonctions réceptrices, il a établi également qu'il y a des fonctions d'évaluation. Et parmi ces fonctions d'évaluation, il a retenu le ressenti et la pensée logique. Le ressenti, c'est comment est-ce que vous vous connectez aux autres émotionnellement. Et la pensée logique, c'est tout ce qui est logique mathématique, cohérence que vous faites des données que vous recevez. Et le processus entier, il a dit, commence par la collecte de l'information grâce à l'intuition, à la sensation, et ensuite se poursuit par l'analyse de cette information grâce au ressenti et à la pensée logique. Et c'est le résultat de ce processus, collecte d'informations, analyse de l'information, qui donne l'attitude que vous avez au quotidien, qui donne le comportement que vous avez au quotidien. Et là où c'est intéressant, c'est que contrairement aux apparences, on estime que les humains réfléchissent toujours avant d'agir, ce processus est totalement inconscient. Ça veut dire que tant que vous ne l'avez pas rendu conscient en ayant une meilleure connaissance de vous-même pour comprendre comment cette dynamique se passe, en fait, le processus va se dérouler de manière totalement inconsciente et va diriger votre existence sans que vous vous en rendiez même compte. Comment est-ce que ça se fait? Donc, on a nos 4 fonctions cognitives, intuition, sensation, ressenti et pensée logique. À côté de ça, il a identifié ce qu'il a appelé la libido. Ça, c'était son principal point de dissension avec Freud. Parce que Freud, si vous vous rappelez en classe de terminale lors du cours de philosophie, Freud assimilait la libido à une sorte d'énergie sexuelle qu'on réprimait, un truc dans le genre. Je ne me rappelle plus trop des détails, mais je crois que c'était un truc dans le genre. Et Jung a dit non, ça ne peut pas être qu'une affaire d'énergie sexuelle. Lui, il est allé beaucoup plus loin. Il a assimilé la libido à une sorte d'énergie psychique qui est un peu l'attention qu'on apporte à sa psyché et qui permet de mobiliser ses fonctions cognitives, celles qu'on vient de voir, intuition, ressenti, pensée logique et sensation. Dans les 2 sens qu'il a identifiés sont le sens introverti et le sens extraverti. Introverti, ça veut dire que l'énergie psychique se dirige dans votre imaginaire intérieur. Donc, vous êtes debout là
mais vous passez le temps à rêver. Extraverti, ça veut dire que l'attention se dirige plutôt vers le monde extérieur. C'est-à-dire que vous avez une présence beaucoup plus active dans le monde extérieur. Et on verra comment est-ce que ça détermine votre comportement et vos attitudes avant enfin de voir le lien avec le plaidoyer. Donc, les quatre fonctions, intuition, sensation, ressenti, pensée, logique, multipliées par les deux sens de l'énergie psychique, introverti et extraverti, ont donné une combinaison de huit types. Et il a conclu qu'en fait, dans chacun de nous, dans chacune de nos têtes, il y a huit personnalités qui cohabitent. Maintenant, en fonction de comment est-ce qu'on mobilise nos fonctions cognitives, il y a un petit groupe de Mujahideen parmi ces personnalités qui prend le dessus et essaye de dompter, dicter sa loi. Et il y a un très petit groupe minoritaire qui va souffrir un peu d'être marginalisé. Sauf qu'en étant marginalisés, ils ne vont pas rester calmes. Ils vont résister jusqu'au bout. Et on verra comment est-ce qu'ils résistent. Donc, c'est ça qui nous donne la combinaison de 8 que vous voyez sur le diagramme en bas, hein, avec les couleurs jaune, bleu et tout ça. Et les quatre barres du haut, c'est les barres du groupe de ceux qui dominent, qui font leur loi. Ils imposent leur loi. Et les quatre du bas, c'est les dominés, mais qui maintiennent la rébellion parce qu'ils ne veulent rien lâcher. OK? Donc, pour faciliter la compréhension, il a formulé ça sous forme de dons que chacun de nous a, mais qui sont plus ou moins développés d'une personne à une autre et qui vont influencer notre façon de nous comporter. Donc, on commence par le don social. C'est des gens, en fait, qui ont euh, un ressenti extraverti, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur fonction ressenti. J'ai pas envie de dire à l'excès, mais ils la surutilisent. Et ça leur permet de se connecter aux autres émotionnellement. C'est les gens qui ont la capacité de capter les émotions des autres. Ils voient quelqu'un qui est joyeux, ils se connectent à cette joie-là, ils l'embrassent comme si ça lui appartenait. Il voit quelqu'un qui est malheureux, il fait pareil. Et lorsqu'il est dans un groupe, il essaye toujours de créer l'harmonie entre les gens. C'est-à-dire que c'est le peace build ultime. Et quand personne ne doit avoir les problèmes, on ne doit pas se fâcher. Il est toujours en train d'essayer de trouver des compromis dans les situations. C'est celui qui a tellement il se connecte aux autres avec une facilité déconcertante qui réussit à avoir un réseau social très large. Il a des amis partout. Vous lui posez la question, il connaît les gens partout. Parfois, il se connecte même aux gens dont il ne connaît pas le nom. Mais il a cette facilité à établir les contacts, à avoir les réseaux, à maintenir des relations empathiques parce qu'il sait se mettre à la place des autres, il embrasse les émotions des autres. Comment est-ce que ça se manifeste en matière de plaidoyer? Il aime tellement être avec les groupes que chaque fois que vous allez lui parler de plaidoyer, l'idée qui va venir de sa tête, c'est allons faire la réunion. Il nous faut un atelier. Parce qu'en fait, il se sent bien à être avec les gens. Il ne s'en rend pas compte, mais chaque fois qu'il s'agira de faire du plaidoyer, il aura tendance à faire une action de plaidoyer qui regroupe les gens. Ça peut marcher, sauf que le plaidoyer se fait en direction d'un décideur. Donc, pour que l'action soit efficace, la stratégie doit pouvoir prendre en compte euh, l'approche préférée par le décideur, parce que c'est le décideur qui décide. Donc, imaginez donc vous êtes quelqu'un qui aime les réunions. En face, vous avez un décideur qui a horreur des réunions. Donc, tout ce que vous allez faire comme réunion pour essayer de le convaincre, ça va tout simplement l'énerver. Donc, il faut pouvoir intégrer cela, pouvoir prendre conscience de ce biais lorsqu'on a le don social et pouvoir ajuster son approche et sa stratégie de plaidoyer en conséquence. À côté de ceux qui ont le don social à l'excès, il y a ceux qui ont le don réaliste. Le don réaliste, c'est des gens qui utilisent leur fonction sensation. C'est-à-dire qu'il a les cinq sens tellement aiguisés et développés
il peut capter tout. Il y a un bruit qui vient de, je sais pas moi, 400, 500 mètres. Personne n'a suivi, lui, il réussit à suivre. Il y a une odeur que personne ne capte, lui réussit à capter. Lorsqu'il voit une scène, il a une mémoire photographique que sa vue réussit à enregistrer. Tout ce que ses yeux voient, son cerveau enregistre. Donc, s'il va au marché, il revient du marché, tu lui demandes, qu'est-ce que tu as vu au marché? Il pourra tout te raconter jusqu'aux commentaires que les Bamsa me faisaient au marché. C'est-à-dire que son cerveau enregistre tous les détails au point où, au moment de restituer, il a envie de te restituer tous ces détails, de te faire une restitution avec tous les détails. Et en général, quand il va faire une action de plaidoyer, il veut parler, il veut s'exprimer parce que le cœur est plein, le cerveau est rempli, il a beaucoup de choses à dire parce que son cerveau a enregistré pas mal de choses. Et c'est des gens qui font attention à tous les menus détails. C'est-à-dire que moindre détail, sur sa table, tu déplaces un stylo de 3 degrés sur la table, il revient, il constate que le stylo s'est déplacé. Bon? Donc, pour quelqu'un qui a cette disposition, il faut s'assurer que c'est une disposition également qui peut être favorable aux décideurs qui sont en face. Sinon, si c'est le genre de décideur qui aura des détails, vous allez l'épuiser. Votre approche de plaidoyer va prendre un coup. Par contre, à l'inverse, si c'est un décideur qui est de ce type, il aura besoin des détails. Il va solliciter les détails. Donc, dans votre argumentaire de plaidoyer, il va falloir préparer tous ces détails parce que ça l'intéresse, ça le stimule. Après, on a des gens qui ont le don catalytique. C'est des gens qui utilisent leur intuition pour voir les opportunités dans le monde. C'est-à-dire que, quel que soit où vous le mettez, ils voient les opportunités. Donc, vous l'amenez à Yaoundé, là où Isaac n'arrive pas à ramasser les ordures, là. Dès qu'il va voir les monticules d'ordures partout dans la ville, il va pas se plaindre de... En fait, ce qui va venir à son esprit, c'est pas de se plaindre pourquoi Isaac ne ramasse pas ou pourquoi la ville est sale. Lui, tout ce qu'il va voir là maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ces ordures? Quelles sont les opportunités que ça propose? Quelles sont les possibilités que ça propose? Et c'est des gens qui voient tellement d'opportunités que parfois, ils passent d'une opportunité à une autre sans pouvoir se focaliser sur une opportunité précise. Et chaque fois qu'ils passent d'une opportunité à une autre, la précédente devient moins attractive et moins intéressante. Et du coup, quand tu ne fais pas attention, tu auras beaucoup d'idées, mais un taux d'exécution extrêmement faible. Parce qu'en fait, ce qui te stimule, c'est de générer de nouvelles idées, pas de les exécuter en tant que telles. Donc, lorsqu'il aura 20 idées, il pourra exécuter peut-être une et demie, deux et demie par là, parce qu'en fait, il veut toujours aller plus loin. Et ça va toujours plus loin, toujours plus vite dans sa tête, au point où il a du mal à pouvoir se focaliser. Et l'implication en termes de plaidoyer pour ça, c'est que c'est quelqu'un qui viendra souvent avec beaucoup d'idées à apporter dans l'approche de plaidoyer. Et ça peut être très épuisant pour quelqu'un qui n'a pas cette orientation. C'est-à-dire que vous allez vous présenter à chaque fois avec une approche nouvelle, une possibilité nouvelle. Et ça, ceux qui n'ont pas cette orientation, parce que vous allez tellement vite dans votre esprit, dans votre tête, auront du mal à vous suivre. Donc ça, c'est l'implication que ça apporte en matière de plaidoyer. Ensuite, on a les gens qui ont le don constructif. Le don constructif, en fait, c'est les gens qui ont une organisation de faire. C'est-à-dire que ils aiment mettre l'ordre dans la vie. Si on finit de faire une réunion, déjà, il ne peut pas aller faire le plaidoyer. Si vous n'avez pas fait la réunion, vous êtes accordé sur ce qu'on va aller dire devant. Donc, on doit s'accorder. On doit dire tout ce qu'on n'aime pas là pour gérer les imprévus. On doit tout prévoir. Et ça doit être organisé.
Voilà ce qu'on va dire. Quand on va arriver, c'est moi qui commence à parler. Après, c'est toi qui vas parler. Ensuite, voilà ce qu'on va dire. L'avantage que cette approche a, ce dont nous autres, ce qui permet d'être focalisé, organisé. Et ça permet d'être hyper productif. Maintenant, le challenge que cela apporte, c'est que ça peut poser des problèmes de flexibilité. Ça veut dire que vous avez fini votre répétition d'argumentaire et plaidoyer. Vous arrivez chez le décideur, il pose une question que vous n'avez pas répétée. Et quelqu'un qui a ça sera mal à l'aise à improviser. Quelqu'un qui a ce don de manière ultra dominante aura du mal, sera inconfortable. Pas qu'il ne pourra pas, mais il sera inconfortable à pouvoir improviser. Et lorsque ce n'est pas maîtrisé, ça peut altérer la créativité. Ensuite, on a le don idéaliste. Les gens qui ont le don idéaliste, c'est les gens qui aiment batailler pour leurs idéaux. C'est-à-dire que il est attaché à des valeurs très personnelles qui sont souvent très fortes. Vous allez voir, c'est des gens qui croient en l'équité, la justice. Et dans le plaidoyer, ils sont très nombreux parce ils bataillent souvent pour des causes qui leur tiennent à cœur. Euh, le challenge avec cette approche, c'est que, avec ce don, c'est que, en fait, vous êtes attaché à des valeurs qui sont propres à vous et qui, en général, ne sont pas nécessairement comprises par les autres. Donc, vous aurez constamment le sentiment d'être incompris et vous aurez souvent le sentiment d'avoir des perspectives et des points de vue qui sortent de ceux de la masse et par moments, on vous trouvera même bizarre. Mais par contre, ce que ça a de très intéressant, c'est que c'est des gens qui explorent des territoires inexplorés en termes de valeurs sociales, valeurs morales, et c'est des gens qui sont capables d'apporter des changements sociaux très, très importants et ils ont l'énergie de lutter pour leurs idéaux. Maintenant, il faut savoir doser. C'est que comprendre que lorsque vous allez faire une action de plaidoyer, parce que c'est des valeurs qui vous sont propres, les autres ne vont pas nécessairement les capter de la même façon au premier coup. Et il vous incombera à vous de pouvoir s'assurer que dans cette posture de leadership, vous les amenez dans votre combat progressivement. Il y a un exemple de quelqu'un qui a une énergie idéaliste au Cameroun que j'adore beaucoup, que j'aime bien. C'est le feu Bernard Johnson, qui était le fondateur du journal La Voix du Paysan. On ne réalise peut-être pas, mais la filière avicole au Cameroun aujourd'hui existe de la façon dont elle est grâce au combat qu'il a mené et avec une énergie idéaliste que tu pouvais ressentir dans la passion avec laquelle il luttait pour ça. Parce qu'avant ça, c'était on importait les cuisses et les ailes de poulet. C'était une action de plaidoyer avec la passion nécessaire et l'idéal selon lequel la filière avicole camerounaise doit pouvoir exister. Et c'est des gens dont la société a besoin, en fait, parce que c'est eux qui luttent souvent pour ce type de cause, j'ai envie de dire, extrême. Ouais, quelqu'un qui abandonne tout, qui avait une vie à peu près normale, qui abandonne tout parce qu'il veut sauver la planète. On a besoin de cette énergie également. Mais lorsque vous l'avez, il faut pouvoir intégrer le fait que les gens sont différents et on ne va pas vous suivre et vous comprendre du premier coup. Ensuite, on a le don esthétique. C'est des gens qui réinterprètent le monde sous le prisme de la beauté. C'est-à-dire qu'ils voient une scène totalement banale, mais ils la réinterprètent sous le prisme de la beauté. J'ai vu un gars sur les réseaux sociaux qui fait de la photographie street dans les rues et il filme n'importe quelle scène, y compris une poubelle. Une poubelle, c'est quelque chose qui est normalement prévu pour ne pas être agréable à regarder.
mais il filme, il fait des saturations de couleurs et de lumière qui embellissent à la limite l'image de cette poubelle. Donc ça, c'est le regard un peu esthétique. Et c'est des gens qui font attention à la beauté des choses. Alors, ça doit être beau, ça doit être agréable à regarder. L'expérience doit être belle. Quand il va au restaurant pour manger, c'est pas la nourriture qui est la plus importante. C'est la décoration du restaurant. C'est la couleur des murs. C'est la beauté des assiettes. C'est comment est-ce qu'on va présenter le menu. Ça, c'est plus important pour lui. Et ça fait que lorsque vous avez un décideur qui a cette orientation-là, quand vous avez un décideur qui a cette orientation, vous savez que vous prenez en compte le fait que la beauté des documents que vous allez lui présenter est un levier stratégique important. Quand les couleurs ne sont pas belles, ça va le stresser, il ne va pas regarder votre document. Parce que c'est ce que les esthétiques font. Quand il veut te faire une présentation PowerPoint, il va passer 80% du temps à choisir les couleurs et à arranger la mise en forme avant de faire le document. Et ça, il le fait, rappelez-vous, c'est un process inconscient. Après, on a les gens qui ont le don visionnaire. C'est des gens qui ont la capacité d'anticiper les situations du futur. C'est probablement le don le plus bizarre sur lequel Carl Jung a travaillé. Euh, c'est des gens qui, sans trop savoir comment, ont la capacité de te donner les tendances. Ça te dire que non, ça va marcher, ça va pas marcher. Il y en a probablement dans le groupe là qui vont se reconnaître. Et une des manifestations les plus courantes de ce don, c'est que c'est des gens qui ont la capacité de vivre des scènes avec l'impression de les avoir déjà vécues quelque part. C'est-à-dire il est à un endroit, il sait que c'est la première fois qu'il met les pieds là, mais il est convaincu, en fait, il y a un flash qui passe dans sa tête, il est convaincu qu'il a déjà vécu cette scène. Et en fait, c'est des gens qui utilisent leur intuition pour pouvoir anticiper les éléments d'avenir. En matière de plaidoyer, ça peut être très utile pour pouvoir voir un peu les tendances à prendre en compte dans ses actions de plaidoyer. Et c'est une grosse source de créativité qui peut être très utile dans la démarche, la structuration d'une démarche de plaidoyer. Après, on a le don conceptuel qui est le huitième, qui est le dernier là sur la liste. C'était pas dans un ordre particulier, hein. C'était juste pour présenter les différents dons. Le don conceptuel, c'est des gens qui ont la capacité de relier les événements, d'avoir une lecture de la macrostructure. Tu lui présentes une situation, il ne voit pas ça de façon détaillée, il voit toujours l'ensemble et il anticipe sur les implications. Tu lui donnes une nouvelle information, il fait le lien avec d'autres informations qui sont déjà dans son esprit et il peut anticiper. Et c'est une aptitude super utile lorsqu'on fait de la stratégie parce qu'ils peuvent relier les événements. Donc, lorsque vous faites votre stratégie de plaidoyer, quelqu'un de conceptuel vous sera très, très utile dans la démarche. Ils savent gérer l'abstraction et il peut, au niveau de la communication, ils savent souvent prendre un concept abstrait, complexe et le décomposer en des termes très, très simples qui peuvent être compréhensibles par la plus grande masse, par le plus grand nombre. Et en général, ils savent utiliser les analogies pour expliquer des concepts assez abstraits. Donc, lorsque vous faites votre démarche de plaidoyer, dans la structuration du message, parce que ce qui se passe souvent, c'est je travaille dans la santé, je vais faire une action de plaidoyer en direction des députés. Un député ne comprend pas le langage de la santé. Et il faut pouvoir traduire ce langage de la santé dans des termes euh, suffisamment digestes qui peuvent être compréhensibles par le député qui va influencer la loi. Avec le côté conceptuel, il peut relier les dynamiques dans le processus. Si vous voulez faire, par exemple, modifier une loi au Parlement, tout de suite, il va relier les différents leviers d'influence pour vous dire, OK, si on passe par ici, voilà tel levier qu'on peut activer parce qu'il a la possibilité de voir cette macrostructure.
Soé, j'espère que tu regardes le chat si jamais il y a des questions et tu m'interromps à tout moment. Maintenant, ce qu'on a présenté, c'est les dons de façon séparée, mais chez les humains, ils n'agissent pas de façon séparée, ils agissent de façon combinée. Et comme je l'ai signalé, chacun de nous a ces 8 personnes dans sa tête. Il y a certains qui sont surabondants, qui surdominent, si on peut dire ça comme ça. Il y a d'autres qui se font dominer mais ne baissent pas les bras et continuent la rébellion. Et on verra comment ça se manifeste. Par exemple, quand vous voyez le profil de cette dame, il y a le don réaliste, le don esthétique, le don catalytique et le don social. Ça, c'est les éléments les plus dominants. Ce qui va se passer, c'est que ce sera quelqu'un qui aura une attention aux détails. Elle va capturer beaucoup d'informations qu'elle va vouloir restituer dans beaucoup de détails. Elle aura des sens très aiguisés. Avec le côté esthétique, elle va faire attention à la mise en forme et à l'expérience. C'est-à-dire que tout ce qui est choix des couleurs, présentation du document, si c'est une réunion, le choix de l'hôtel qui sera fait, comment l'hôtel sera décoré, elle va faire attention à ça. Avec le côté catalytique, elle sera inarrêtable en termes d'idées. Elle va générer plein d'idées. Et son côté social, elle sera toujours en train d'essayer de se connecter aux autres. Elle va donner la priorité aux réunions, ce type de choses. Donc, avec ça, vous pouvez déjà anticiper le type d'action de plaidoyer avec lesquelles elle sera le plus à l'aise. Elle sera beaucoup plus orientée vers la tenue de réunions, la présentation des documents. Elle aura mille et une idées qui vont fuser de son esprit. Elle va porter une attention aux détails et elle va réagir à tout ce qui va stimuler ses sens. Maintenant, à contrario, à l'opposé de ça, les 4 du bas qui sont les moins accessibles, avec lesquels elle n'est pas à l'aise, euh, dans son action de plaidoyer, il va lui manquer le don constructif qui est en bas. D'ailleurs, elle aura souvent du mal à mettre des données. Elle ne va même pas penser à mettre des données chiffrées, des indicateurs mesurables. Ça ne va pas passer dans son esprit. Et du coup, si elle va faire une action de plaidoyer en direction de quelqu'un qui lui a ce don constructif à l'extrême, ça va l'ennuyer en fait, parce qu'elle va faire beaucoup d'actions et lui va percevoir ça comme du show inutile s'il n'y a pas des données, s'il n'y a pas des indicateurs chiffrés. OK? Et en termes d'interaction avec ces personnes-là, chaque fois que la personne va demander des chiffres ou d'avoir une action coordonnée, structurée, ça aura tendance à l'énerver, ça aura tendance à l'épuiser et ça aura tendance à l'irriter. Ce qui va créer une sorte de dissonance dans l'interaction au niveau relationnel. Pareil, pour le côté idéaliste, elle ne va pas mettre en place des idées idéalistes, elle ne va pas les prendre en compte. Et si en face, elle va trouver un décideur qui a cette orientation idéaliste, ça ne va pas passer. Donc, les arguments, par exemple, dans l'argumentaire plaidoyer qui passeront pour un décideur idéaliste, c'est des arguments sur l'éthique, c'est des arguments sur les valeurs, c'est les arguments sur la justice, par exemple. Par contre, pour quelqu'un de constructif, les arguments qui vont passer, c'est tout ce qui est chiffres, tout ce qui est statistique, tout ce qui est indicateur mesurable. Donc, maîtriser ça, se connaître soi-même, permet de voir quels sont les éléments qui nous manquent et de pouvoir trouver de la complémentarité chez les gens qui les ont et s'assurer que les éléments que nous avons qui dominent un peu notre approche ne vont pas prendre beaucoup trop d'espace et altérer les aspects qui nous manquent. Ça, c'est un autre exemple. C'est quelqu'un qui a le don constructif, le don catalytique et le don visionnaire. Ici, cette personne aura beaucoup d'idées avec son côté catalytique et aura besoin de structure avec le côté constructif. C'est qu'elle va te générer beaucoup d'idées qu'elle pourra exécuter, ce qui est un très bon point. Et ensuite, avec beaucoup de structure, avec des données, avec des indicateurs mesurables.
Ça va passer. Maintenant, cette personne n'a pas le côté esthétique développé, par exemple, qui est en bas là, et aura tendance à négliger la mise en forme de ses documents, par exemple. Les choix des couleurs, les choix de la décoration des salles de réunion. Et si vous avez un décideur qui a cette orientation esthétique, vous aurez du mal à l'amener dans votre démarche si vous ne prenez pas ça en compte. C'est-à-dire qu'il vivra souvent une expérience qui ne sera pas agréable chaque fois il viendra vous rencontrer, chaque fois qu'il aura à discuter avec vous. Donc, prendre conscience de cela va vous permettre de concevoir une action de plaidoyer qui va aller en résonance avec votre cible et de pouvoir éviter que les fonctions dominantes chez vous n'empêchent aux autres fonctions de pouvoir s'exprimer et de pouvoir retrouver dans votre équipe même de la complémentarité. Donc, c'est pareil ici, on ne va pas revenir là-dessus. Ici, c'est quelqu'un qui est réaliste, esthétique, social et constructif. Réaliste, esthétique, il y a une surdomination de la fonction sensation ici. C'est quelqu'un qui va réagir. Et que chaque fois que tu vas lancer quelque chose qui va stimuler ses sens, il va réagir, il aura du mal à prendre du recul. Il va réagir instantanément. Il va s'emporter très rapidement. C'est le genre de personne qu'on juge souvent d'épidermique parce qu'il ne sait pas prendre de recul. En fait, il réagit à tout ce qui stimule ses sens. Donc, pour résumer un peu les différents points qui ont été discutés aussi bien en présentant les différents dons que l'implication que cela a dans le plaidoyer, c'est que allier la connaissance de soi aux techniques de plaidoyer va vous permettre de comprendre votre style de communication. Si vous êtes réaliste, vous aurez tendance à apporter trop de détails dans la communication. Et si en face, il y a quelqu'un qui n'a pas la même orientation, ça va l'ennuyer. Donc, en prendre conscience vous permet de pouvoir anticiper le bon dosage et vice-versa. Et pouvoir prendre conscience également de vos forces. Le deuxième point, c'est que la connaissance de soi facilite le travail en équipe. Lorsque vous connaissez quelles sont vos forces, vous n'allez pas essayer de dominer tout le reste qui est autour, tout ce qui vous entoure. Vous allez rechercher la complémentarité. Vous avez vu un chef qui connaît tout, non? Il connaît tout, il a les solutions à tout. En fait, vous vivez dans ces fonctions cognitives dominantes. C'est-à-dire que vous embrassez ses faiblesses également. Il a son orientation et c'est ça qui vous impose. Et c'est ça qu'on va faire. Et c'est ça qu'on va pousser. Euh, l'autre point, c'est que l'utilisation de vos forces naturelles pour choisir les meilleures techniques. Si vous avez le don social, vous avez le contact facile. Donc, toutes les actions qui vont porter sur la rencontre avec les individus, les rendez-vous en communication interpersonnelle, ça, vous serez à l'aise là-dedans. Et de la même manière, si vous prenez un introverti esthétique, visionnaire, idéaliste, et vous lui imposez de faire des rencontres, c'est un peu comme si vous prenez un introverti, vous l'envoyez aller faire de la prospection commerciale. C'est le stress au quotidien, il sera en souffrance permanente et il ne pourra pas donner le meilleur de lui. Donc, c'est ça. Bien se connaître vous permet déjà de comprendre votre style de communication et de pouvoir adapter votre message en fonction de la cible. Déjà que bien se connaître avec cet outil vous permet également d'apprendre à lire les autres, à lire les décideurs pour voir ses orientations. Et la connaissance de soi facilite le travail en équipe. Il y a des actions de plaidoyer pour lesquelles vous pouvez être très doué et d'autres où vous serez moins doué. Donc, travailler avec quelqu'un qui apporte de la complémentarité vous rendra beaucoup plus efficace. Donc, en termes de conclusion, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'il faut retenir qu'en matière de plaidoyer et de connaissance de soi, c'est ton propre pied qui perce la chaussure. C'est-à-dire que ce sont tes propres talents qui peuvent te servir, mais également, lorsqu'ils sont mal canalisés, ils peuvent te desservir.
Et on va terminer par cette citation de Carl Jung qui a travaillé sur ce modèle théorique, c'est que le privilège d'une vie, c'est de devenir celui qu'on est vraiment. Donc, il faut se connaître pour pouvoir tirer plein potentiel qu'on a, tirer profit du plein potentiel qu'on a et que les fonctions qu'on réprime là, les moudjahidines qui sont en bas là, qu'on réussisse à faire la paix avec elles et qu'elles se mettent à nous servir plutôt que nous desservir. Je vous remercie et je reste à votre disposition s'il y a des questions. Ok, merci beaucoup, Yannick. Je crois que là, tu t'es voulu à la fois idéaliste et conceptuel, là où moi, je voulais être réaliste et constructif, puisque je t'avais donné un temps de parole de 25 minutes maximum et nous en sommes à quasiment 45 minutes. Okay. Donc, mais c'est pas D'accord. grave, c'est pas grave parce que ça nous a permis tu as vraiment pris le temps de rentrer dans le détail effectivement de toutes ces personnalités et ça permettait également de mieux comprendre comment on pouvait jouer de ces dons-là dans le cadre du plaidoyer. Donc, vu le temps, je vais peut-être faire l'économie du résumé de ton intervention. Je pense que la conclusion donne à peu près on va dire quoi, donne à peu près la teneur, hein. C'est qu'effectivement, il y a ces 8 personnalités que sont être social, être réaliste, être catalytique, c'est-à-dire voir des opportunités partout, être constructif, c'est-à-dire suivre un ordre pratique, et je me suis beaucoup reconnu dans ce don-là, être idéaliste, être esthétique, voir la vie en beau, être visionnaire et enfin être conceptuel. Et effectivement, chacun de ces dons-là, on est un petit peu habité par ces différents dons et il faut essayer de voir comment les mélanger justement au service d'un plaidoyer gagnant. Donc, il y a eu des interventions dans le fil de la conversation. Donc, avant peut-être de donner la parole aux participants, je vais te les énumérer. Il y a eu une première préoccupation de Marlise qui a demandé comment déterminer l'ordre de ces dons. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de Tina, qui demande comment profiler le décideur pour tailler le plaidoyer et qu'il soit favorable à notre démarche. Donc ça, c'est une deuxième question. Alors, il y a une troisième question, bon, qui n'est pas une question, mais plutôt une observation. C'est Eugénie qui dit, le privilège d'une vie, c'est de devenir ce que l'on est vraiment. Merci Yannick. Donc, je m'arrête d'abord là. Peut-être je vais te laisser réagir aux 2 premières questions et puis après, la parole sera à qui souhaite la prendre. Pardon? OK. Oui, oui, Bon, ça doit être oui, vas-y Yannick. quelqu'un qui a le don idéaliste qui voulait s'exprimer. Euh, la première question, c'était comment déterminer l'ordre des dons. En fait, il y a un test qui est disponible qui permet de le faire. Ça se fait avec un questionnaire que vous passez et à la suite, à la fin des réponses que vous donnerez à ce questionnaire-là, en répondant à ces questions, ça va vous sortir les résultats et vous aurez une séance de débriefing avec quelqu'un de formé comme moi pour pouvoir passer à travers les résultats et essayer de les interpréter pour voir où vous positionnez. Et l'objectif justement de ce processus test plus débriefing, c'est de pouvoir mettre la lumière sur ces process inconscients. Vous avez dû vous rendre compte que beaucoup sont reconnus dans les dons qu'on a listés et n'avaient même jamais imaginé ou envisagé parce qu'ils n'en avaient pas pris conscience en fait. Donc, euh, il existe un test psychologique qu'il faut passer et c'est ça qui permet de donner l'ordre et les résultats. La deuxième question, c'était comment profiler le décideur. La première étape, c'est se profiler soi-même déjà. Il faut bien se connaître soi-même. Et lorsqu'on a fini de bien se profiler, à force d'apprendre à reconnaître les dynamiques de ces dons sur soi-même, avec la pratique, on apprend à reconnaître les dynamiques de ces dons chez les autres. Donc, on s'exerce sur soi-même et on va commencer à identifier les traits chez les autres. Et l'accompagnement également que j'offre en tant que spécialiste du domaine,
vous permet, il y a un ensemble d'exercices qu'il faut faire, il y a des activités qu'on fait qui vous permettent d'apprendre à reconnaître ces dons sur vous-même, comment ils se manifestent. Et à force de pratique sur vous-même, vous pourrez identifier ça chez les autres. Maintenant, il y a un autre élément également, c'est que si vous n'avez pas totalement profilé le décideur dans tous les détails, ce qu'on fait en général, c'est de faire la, la conception, j'ai envie de dire résonante. Si vous vous rappelez du cours de physique, je crois, de première DEC ou je ne sais pas trop qui, on parlait de la résonance. La résonance, c'était lorsqu'un corps émet une fréquence, il crée un champ magnétique qui déplace ou modifie un corps de la même fréquence à distance. C'était ça le principe de résonance. Donc, avec ces dons, il y a une résonance entre les gens qui ont des dons similaires. Si vous êtes idéaliste, vous allez souvent euh, attirer dans les interactions ou bien dans les échanges, les interactions, les échanges avec les autres idéalistes. Vous allez très vite vous comprendre. Si vous êtes constructif, vous allez C'est créer de chaud. la résonance avec des constructifs. Donc, concevoir l'autre approche également quand vous n'avez pas tous J'ai les des questions. éléments de profil. Pardon? Donc, l'autre approche, quand vous n'avez pas tous les éléments de profiling du décideur, c'est de s'assurer que quand vous vous connaissez, c'est d'associer les gens qui ont des fonctions que vous n'avez pas, qui ne sont pas dominantes chez vous, pour qu'ils mettent leur perspective dans la stratégie qui va être utilisée pour l'action de plaidoyer. Là, ça pourra créer de la résonance. Donc, il y aura la probabilité qu'en ayant des profils différents, bien orchestrés, qui ne soient pas dominés par un chef qui contrôle tout, qui impose ses dons, euh, que la solution que vous allez proposer après puisse entrer en résonance avec la cible. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ok, merci Yannick. Il y a également une autre question qui est venue dans le chat, c'est celle de Charles. Je l'expose hein, sous réserve de la réaction de Tina et de Marlise dans le fil de la conversation pour nous rassurer effectivement que les réponses les ont contentés. Donc, il y a Charles qui dit, pourriez-vous revenir sur les deux premières diapositives sur la définition du plaidoyer et ses différentes déclinaisons? Car la connexion Internet n'est pas très stable à Cousséry. Donc, je crois il a dû manquer le tout début de ton exposé. OK. Donc, euh, je crois que c'était ça. Euh, oui, plaidoyer, Ouais. oui. Donc, on a dit le plaidoyer, c'est l'action d'influencer les politiques publiques et les décisions d'allocation de ressources en général. Ça, on a essayé vraiment de faire une définition loin de la littérature académique. Vraiment, c'est une définition pratique, terre à terre, pour pouvoir mettre en exergue le fait qu'il est question ici d'influencer les gens qui doivent prendre une décision en faveur d'une cause qu'on défend. OK. Bon, il y a Tina qui dit que la réponse l'a contentait en partie. Je ne sais pas si elle veut peut-être Oui, peut-être activer qu'elle son peut. micro. Oui, Voilà. ce serait peut-être mieux. Activer son... Allô, C'est bon? Tina? Oui, oui, c'est Oui. bon. Ok. En fait, merci beaucoup Yannick pour effectivement le profilage de ma personne qui me permet de mieux me concentrer. Mais par exemple, par rapport aux décideurs, si je veux vraiment avoir une action de plaidoyer envers une personne, admettons que je ne l'ai jamais rencontrée et Mhm, je veux venir vers cette personne pour la convaincre. Je dis n'importe quoi, un mhm. ministre. Je ne sais pas Oui. qu'est-ce qu'il a avantage, ce ministre-là? Comment est-ce que je peux, quel levier en fait je peux toucher vers lui pour Mhm, essayer de toucher et l'amener vers et le convaincre à accepter ce que je suis en train de dire. Donc, si au préalable, même si j'utilise cet outil qui me permet de me connaître moi, enfin, je veux mhm. dire, je connais pas le ministre, on s'est jamais vu. Donc, je veux dire Oui, que c'est important
compliqué pour moi de savoir qu'il est plutôt réaliste, esthétique et tout ça. Au fil d'une Mhm, conversation, moi, je viens avec des arguments dans ma tête et tout. Enfin, mhm. donc c'est un peu ce côté-là que je voudrais un peu plus creuser. Parce que des fois, on peut OK, taper à côté vers une personne qui n'a pas tous ces aspects-là. OK. Oui, merci d'avoir reprécisé et rebondi. Effectivement, quand on va vers le décideur qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas, on est au moins sûr d'une chose, c'est que comme tous les humains, d'après l'approche de Jung, il a les 8 types de personnalités également dans sa tête. Ce que tu ne sais pas, c'est dans quel ordre. Ça, on est d'accord, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les 8 types de personnalités sont là, mais ce que tu n'as pas comme information, c'est l'ordre dans lequel ça existe dans sa tête. Maintenant, ce que tu fais, c'est déjà de contrôler les fonctions les plus dominantes chez toi parce que tu les connais, pour qu'elles ne prennent pas trop d'espace dans l'approche que tu vas utiliser et de t'assurer qu'il y a de la complémentarité des autres fonctions que tu n'as pas dans l'approche que tu vas utiliser. Par exemple, si tu vas rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas, un ministre, tu as le côté social, tu as le côté idéaliste, tu as le côté réaliste, tu as le côté catalytique. Ça, tu sais que c'est des aspects que tu as déjà. Mais maintenant, dans les outils que tu utilises, tu t'assures que le côté esthétique est pris en compte. C'est-à-dire que la mise en forme de tes documents, c'est super bien fait. Tu t'assures que le côté constructif est pris en compte. C'est-à-dire que dans ton argumentaire, tu t'assures qu'il y a des données. Tu t'assures qu'il y a en dehors des données, tu t'assures que c'est orchestré. Tu t'assures que tu ne vas pas prendre de son temps parce que c'est important pour un constructif. OK? Si et le côté idéaliste, tu mets en avant le respect des valeurs, des arguments éthiques. Donc, dans ton argumentaire, en fait, tu as différents éléments que tu prends en compte pour pouvoir cibler quelqu'un, avoir une action de plaidoyer qui va cibler tout le spectre cognitif de l'individu. Comme ça, lui, il va se retrouver dans les fonctions qui sont en résonance avec lui. Mhm. D'accord, merci beaucoup Yannick, c'est beaucoup plus clair. OK. Mais là, ça demande de la préparation, tu vois? Ça fait que si toi, tu gères une équipe qui fait du plaidoyer et que tu es social, tu vas veiller à ce que le plaidoyer ne soit pas embrigadé par l'énergie sociale seulement. Mhm. OK. Je vois qu'il n'y a pas d'autres préoccupations dans le fil de conversation. Je ne sais pas si quelqu'un souhaiterait réagir. Si c'est le cas, qu'il active tout simplement son micro. J'ai une question de Florence qui dit, j'aimerais savoir comment gérer quand on est en face de chacune des facettes présentées. Alors, je ne sais pas si tu OK. as compris la question. Je suis tenté de la reformuler, mais si tu l'as comprise telle quelle, Oui, je te laisse répondre. vas-y, justement, je voulais. Vas-y, reformule. Ouais. Euh, bon, je vais le faire sous le contrôle de Florence. J'ai l'impression, en fait, qu'elle souhaite savoir comment réagir face à chacune des facettes. Et j'ai tendance à dire face à chacun des extrêmes de chacune des facettes. Voilà. C'est-à-dire quand on est en face de quelqu'un de trop réaliste, quand on est en face de quelqu'un peut-être de trop social, de trop catalytique. Bon, moi, c'est comme ça que je comprends la question. Bien sûr, je le Bah dis là, il sous le va contrôle falloir de... que Soel nous organise une quinzaine de webinaires pour répondre à ça. Parce que s'il faut aller dans chacune des facettes, là, on a dépassé de 45 minutes, on ne pourra pas tenir. Mais déjà, Ouais. ce que je signale, c'est que la façon la plus efficace de réagir face au monde extérieur, c'est de s'ajuster soi-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de changer quelqu'un de réaliste en quelque chose d'autre, mais on va plutôt apprendre à gérer quelqu'un de réaliste connaissant quelles sont ses orientations à soi. Par exemple, si moi, je ne suis pas réaliste, quelqu'un de réaliste aura tendance à m'épuiser. OK? Mais maintenant, je sais ce que quelqu'un de réaliste peut apporter comme quelqu'un de réaliste peut apporter comme valeur ajoutée dans une conversation de plaidoyer ou dans une démarche d'influence.
et là, je m'ajuste en conséquence. Je sais que ce ne sera pas une réponse satisfaisante, mais on a besoin, pour répondre à ça, il faut aller vraiment en détail sur chacun des dons encore. Oui, 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 oui. OK, on a quelqu'un également qui demande comment j'aimerais savoir les dons qui peuvent aider un idéaliste à être plus performant. Bon, Ça également, c'est... là aussi, je suis tenté aussi de reformuler, c'est-à-dire en disant comment faire pour être moins idéaliste. Non, déjà être idéaliste, c'est pas mauvais. Au contraire, on a besoin même OK, d'idéalistes. C'est eux qui changent le monde. Parce que les idéalistes, en fait, ils vont explorer des endroits inexplorés déjà par les humains auparavant. Quand vous voyez, c'est pour ça qu'ils s'engagent souvent beaucoup dans des actions politiques, par exemple, dans des actions. Vous voyez Martin Luther King, à l'époque, il a dit I have a dream. Ça, c'était un idéaliste de très haut niveau. C'est-à-dire que même les propres Noirs pour qui il avait ce rêve n'y croyaient pas à ce moment-là. Parce que c'était simplement inimaginable. Donc, on a besoin, être idéaliste, c'est pas mauvais en soi. C'est juste que c'est un défi au quotidien parce qu'on est constamment incompris. Mais le monde a OK, besoin de ça. OK, c'est clair. Alors ensuite, on a une question qui me semble être une question quand même assez importante, hein. C'est comment et où faire le test? Je pense que ça, c'est une Euh, question qui te concerne directement. Et après, il y aura encore une dernière question ou peut-être une avant-dernière question si jamais quelqu'un d'autre réagit dans le fil de conversation. Donc, je te laisse d'abord répondre à ça et puis, bon, là, il faudra faire un message à Sol, à l'adresse où vous avez réservé votre test. Il va pouvoir nous les transférer. Il n'y a pas de souci, on va suivre avec vous. Et on pourra suivre directement. En dehors de ça, je suis sur LinkedIn, sur Twitter également. Vous pouvez me contacter. Mais si vous avez Soel via cette adresse, il va me contacter, il n'y a pas de souci. ça marche. Je viens de partager l'adresse dans le fil de conversation. Et puis, comme tu as dit, Ouais. tu es sur LinkedIn, donc ils peuvent te prendre partout. Alors, il y a Eugénie qui demande comment articule-t-on la connaissance de soi, le but de la cause et la personnalité complexe du décideur? La connaissance de soi, le but de la cause et la complexité complexe du décideur. Euh, Comment faire le lien entre les trois? C'est comme ça que je l'ai compris. Oui. La connaissance de soi permet d'avoir une approche qui est pas dominée, parce que la connaissance de soi vous permet de voir quelles sont les fonctions dominantes. Et comme on l'a mentionné, ces fonctions dominantes prennent beaucoup trop d'espace et influencent les choix que vous allez faire, qui ne sont pas nécessairement les choix les plus efficaces. On a pris le cas de quelqu'un de social, qui est très social, il aura tendance à tout faire sous forme de réunion, alors que ce n'est pas nécessairement la réunion qui sera l'approche la plus efficace, mais c'est simplement parce que lui, il se sent à l'aise dans les réunions, en fait. OK? Donc, bien se connaître vous permet déjà de voir quels sont les biais dans les choix que vous faites. Euh, Aligné à la cause, je ne sais pas quel est le lien direct entre la cause et la connaissance de soi. Peut-être si vous êtes idéaliste, vous allez voir que si vous voulez faire le plaidoyer pour une action de corruption, ça va créer une dissonance émotionnelle sur les valeurs que vous avez. Tout de suite, vous allez éviter une action de ce type. Peut-être à ce niveau-là. Et la connaissance du décideur également va vous permettre la connaissance de vous-même va vous permettre de voir quels sont les aspects que vous pouvez utiliser comme atout pour aller vers le décideur, mais également les limites que vous aurez et que vous pouvez rechercher dans la complémentarité avec quelqu'un d'autre. OK. Bah, écoute, je crois que c'est bon, hein? Je ne sais pas si maintenant une dernière personne souhaiterait réagir de vive voix en activant son micro. À défaut, il est 19h15. Euh, j'irais, j'irais clôturer ce beau webinaire. D'ailleurs, je tiens à te féliciter pour ta présentation. Présentation qui n'a pas respecté le temps. Bon, Merci. qui a été conceptuelle.
Euh, Alors, attends, Bonsoir, il y a quand même une question. Oui, bonsoir à tous et merci pour la présentation. Malheureusement, j'ai pris la présentation pratiquement vers la fin. Je voudrais savoir si le slide pouvait être partagé. oui, oui, il n'y a pas de souci. Sorel va partager les slides via. oui, 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 oui. Oui, on a mis l'adresse mail dans le fil conversation. Donc, faites-nous quand même un petit mail. Comme ça nous permet derrière de vous partager le support. Ça Et marche. on a Bertrand Bitomol qui pose aussi une question. Je pense que ce sera la dernière. Là, pour le coup, je vais être très réaliste. Euh, Merci Yannick pour ces précisions, mais conseillerais-tu à un plaideur de profiler un décideur à travers l'un de ses proches? Il s'agirait de faire une sorte de profilage à double étage. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Peut-être Bertrand pour Ouais, expliquer. pourrait activer son micro, oui. Ouais. Oui, allô? Oui, Oui, Bertrand. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à toi, Yannick. bonsoir. Oui, Bonsoir. plus clairement, j'aimerais savoir au cas où l'action de profiler le décideur vers lequel nous voulons mener un plaidoyer rencontrer des obstacles, genre il n'est pas accessible, mais on veut bien connaître quels sont les dons sur lesquels nous devons prêter attention. Est-ce qu'on peut, Mhm. on peut utiliser un autre canal, on peut passer par quelqu'un qui le connaît plus, mieux et qui nous est accessible pour le profiler. Je crois que ça rejoint un peu la question de Tina. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on profile un décideur, surtout qu'on n'est pas sûr qu'on va souvent le voir. Déjà, on ne peut pas passer par quelqu'un, une tierce personne, parce qu'il faut des outils, il faut être formé, il faut comprendre un peu. Et le profilage précis se fait à travers le test. Ce qu'on fait en observant, c'est des hypothèses qu'on émet. Mais ce qu'on a donc relevé, c'est que lorsqu'on n'a pas la possibilité de faire un profilage qu'on apprend à faire avec le temps, lorsqu'on apprend à reconnaître ses traits chez soi-même, ce qu'on fait, c'est de mener, d'orchestrer une action de plaidoyer qui stimule toutes les 8 dons, n'est-ce pas, en équilibre. Sachant que par défaut, on sait qu'il a les 8 dons qui sont dans sa tête, mais on ne sait pas dans quel ordre ces dons sont organisés. On ne connaît pas quels sont les dons les plus dominants. On ne connaît pas quels sont les dons les moins dominants, n'est-ce pas? Donc, par défaut, on va donc mener des actions. euh, c'est un peu comme une campagne de communication. Il n'y a pas un média magique qui permet de résoudre tous les problèmes. C'est pour ça qu'on fait le mix média pour pouvoir allier différents canaux, différentes approches de communication pour servir le même but. OK? Donc, pour le cas ici, dans l'action de plaidoyer, on va s'assurer de faire un dosage, j'ai envie de dire équilibré, entre les différents dons. Un dosage qui va stimuler les différents dons. Par exemple, s'assurer que dans ma stratégie, j'ai des aspects qui vont stimuler le côté social. Ça veut dire des rencontres, des réunions, des ateliers. Ça fait que quelqu'un de social entrera en résonance avec cette approche-là. Mais également, je m'assure qu'il y a des aspects constructifs. Quelqu'un de constructif aura besoin de voir les données, aura besoin de voir les statistiques, aura besoin de voir les chiffres. Donc, dans mon argumentaire, je m'assure qu'en plus des réunions, j'ai les chiffres. OK? Quelqu'un d'idéaliste aura besoin de voir des aspects sur l'éthique, sur l'équité, la justice, le respect et, je ne sais pas moi, le respect mutuel, l'équité sociale, n'importe quoi. Ça, c'est des choses qui sont chères aux idéalistes. Donc, dans mon argumentaire, je rajoute des arguments qui vont stimuler ce côté idéaliste. Dans le côté, comment on dit ça, conceptuel, quelqu'un de conceptuel aura besoin d'avoir une vue d'ensemble du système, de voir quelles sont les implications. Donc, dans mon argumentaire, je veux lui dire, si on a 100 décès du paludisme, voilà l'implication que ça aura dans l'éducation.
voilà l'implication que ça aura dans l'économie, voilà l'implication que ça aura dans le développement du pays. Je ne sais pas si tu captes un peu. Parfait. Ça veut dire que dans les démarches que j'utilise, je m'assure d'avoir des éléments et des leviers qui stimulent chacune des, euh, chacune des personnalités dont on est sûr qu'il a, ce qu'on ne sait pas, c'est dans quel ordre ça se situe. Voilà. Donc là, ça te fait une approche beaucoup plus holistique Holistique, du point exact. de vue émotionnel. Et merci. Voilà. Et l'importance de bien se connaître, c'est que quand tu ne te connais pas, tu auras tendance à laisser prédominer les approches avec lesquelles toi, tu es émotionnellement confortable. Donc, quelqu'un de social aura tendance à préférer les réunions. Merci. OK. OK. Ben, écoutez, merci beaucoup à tous pour votre participation, pour votre disponibilité. Il est déjà 19h20. Je pense que c'est le moment de clôturer ce webinaire. Donc, je vais également adresser un remerciement tout particulier à Yannick pour cette belle présentation. Moi, j'ai beaucoup appris. J'en avais déjà entendu parler, notamment à travers Gabin, qui est connecté. Et je sais qu'on est censé passer ce test-là avec toi dans pas très longtemps. Donc, du coup, je suis déjà un peu armé psychologiquement. Mais pour les autres participants qui ont monté un intérêt certain pour la thématique, du moins pour la méthodologie et le concept, ben, tu l'as dit, tu es disponible sur LinkedIn. On a également partagé l'adresse, le contact mail. Donc, il n'hésite vraiment pas et nous, on vous mettra en relation voilà, pour des échanges plus approfondis. Donc, pour ce qui nous concerne, ben, nous, on va se donner rendez-vous, je crois, l'année prochaine, au premier trimestre de l'année prochaine, pour un prochain webinaire. Et peut-être pour certains, pour une formation dans les mois qui suivent, d'ici la fin de l'année. Donc, je remercie tout le monde encore une nouvelle fois pour leur présence et leur participation et on se dit à très bientôt. Et rassurez-vous, on a bien pris note de tous les mails qui ont été partagés dans le fil de conversation. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à nous écrire notre adresse. On vous partagera le support. En tout cas, les équipes s'en chargeront d'ici vendredi. Donc, je vous remercie une nouvelle fois et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye. Merci, à la prochaine.